Donc le premier souci du pouvoir en place en Iran n'a pas été la santé de son peuple, mais le souci a été éviter l'effondrement du système et de sauver une économie en faillite. Le déni de la valeur de la vie humaine, c'est le caractéristique que vous connaissez déjà à ce régime. Je vous rappelle succinctement que en novembre 2019, il y a eu 1500 morts dans les rues, les manifestants massacrés dans les rues. Le régime n'a toujours pas donné de chiffres, donc officiellement, il n'y a pas eu de statistiques sur les morts, les blessés, les arrestations. En début de cette année, en janvier 2020, nous avons connu le crash de cet avion ukrainien, avion en ligne, avec 176 passagers à bord. Encore une fois, c'était les missiles de Pastaran qui avaient tué ces innocents. Et le régime hésite et n'a pas toujours donné la boîte noire à la France pour que les données soient connues. Les familles demandent une enquête sur cette monstruosité de faire descendre un avion de ligne. Par des missiles. Et donc, tout cela, c'est de crise en crise que le régime est entré dans cette crise de coronavirus. Aujourd'hui, selon les informations que nos réseaux intérieurs ont pu collecter à travers les hôpitaux, les morgues et les cimetières en Iran, à travers différentes villes, alors que le chiffre officiel annoncé par le régime est 6418 au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est 6 fois, à peu près 6 fois moins. Et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, confirme que les chiffres officiels annoncés en Iran est 5 fois moins que la réalité. Donc, à part ça, à part la citation de ce chercheur indépendant, il y a aussi les cercles les plus proches du guide suprême Khamenei et aussi des économistes qui sont très proches du gouvernement de Rouhani qui partagent cette analyse que la période post-corona pourrait être fatale pour le régime. Voilà donc des observateurs de différents horizons, de différents bords, et pas seulement l'opposition iranienne, qui s'attendent à des rebondissements insurrectionnels en Iran une fois la crise de la pandémie passée. Et ces temps-ci, à savoir que le régime iranien souhaite la levée d'un certain nombre de sanctions au prétexte que ces sanctions économiques l'empêchent de lutter convenablement contre le virus. Et je crois qu'il est nécessaire de se pencher sur la situation réelle dans laquelle le régime iranien s'est lui-même mis d'un point de vue économique, et cela depuis des dizaines d'années. Il a ouvert 3 lignes budgétaires nouvelles et énormes qui s'appellent la création des gardiens de la révolution, deuxième ligne, les programmes nucléaires et de missiles, et troisième ligne, les interventions nombreuses au nom de l'arc chiite dans l'ensemble des pays de la région. Donc, on va très rapidement passer en revue ces 3 chapitres budgétaires qui ont créé le grand déséquilibre économique iranien et non pas les sanctions. Donc, voyez-vous, les réelles difficultés du régime iranien ne viennent pas des sanctions, mais viennent de ces 3 principaux programmes de ce que j'appelle le triptyque mortel d'un point de vue financier, des dépenses militaires supplémentaires, le soutien au régime donc et aux milices de la région, et troisièmement donc les nouveaux programmes nucléaires et de missiles. Vraiment, ce sont les programmes de ce régime qui ont mis l'économie iranienne en difficulté. Et quand il y a eu ce fameux slogan pendant les manifestations, l'Iran est ici, mais on nous dit que c'est l'Amérique, on en voit effectivement les raisons profondes. Oui, bonjour Madame la Présidente, chers amis, puisque vous savez quand le régime du guide suprême prétend n'avoir pas de d'argent nécessaire pour se procurer des équipements médicaux et lutter convenablement contre le coronavirus, il faut savoir qu'il y a des structures et des entités qui constituent un véritable empire économique contrôlé par le guide suprême. Ces entités renferment plus de 200 milliards de dollars politiques, l'état-major de l'application du commandement de l'imam Khomeini. J'appellerais tout court CETAD, c'est le mot persan pour l'état-major. C'est la plus importante, la plus riche entité économique, financière et commerciale directement contrôlée par Khomeini.
Ici, il est important de noter, puisqu'il y a un rapport d'enquête qui est devenu une référence majeure en la matière par l'agence de presse Reuters, publié en novembre 2013, qui a estimé la valeur des actifs de CETRAC à environ 95 milliards de dollars. Puisqu'on peut dire que, bon, peut-être ces actifs sont des biens immobiliers ou des terrains qui ne sont pas tout de suite transformables en argent liquide, mais ces sociétés d'investissement, ces établissements de prêt, des opérations financières, ils ont de l'argent liquide immédiatement transformable en argent. C'est pour dire que quand le régime dit que je n'ai pas l'argent nécessaire pour lutter contre le coronavirus, c'est un mensonge. Une fondation religieuse qui est peut-être la plus grande institution de dotation du monde islamique, des plus anciennes puisqu'il existe depuis plusieurs siècles autour du sanctuaire du 8e imam des chiites, à Mashhad, qui s'appelle Aslan-e-Quds, j'appellerai tout court Aslan. Pour vous dire l'importance de cette fondation qui est contrôlée par Khamenei lui-même et dont le chef est nommé par Khamenei, le deuxième chef a été un certain Ebrahim Raïssi. Vous avez peut-être entendu parler de ce personnage. Ebrahim Raïssi était membre notoire de la commission tristement célèbre, commission de la mort, responsable du massacre de 30 000 prisonniers politiques en Iran en 1988. Ce monsieur est aujourd'hui le chef du pouvoir judiciaire. Rapidement, Fondation des déshérités. Vous avez entendu parler, cette fondation est surtout constituée des biens confisqués, et pas seulement depuis la Révolution en 79. Tout au long de ces 40 dernières années, il y a eu toujours des biens confisqués appartenant aux opposants, aux gens qui ont été condamnés, voire exécutés ou jetés en prison. Et donc, cette fondation des déshérités est essentiellement constituée des biens confisqués. Il supervise près de 140 entreprises dans le secteur de l'alimentation, la chimie, la pétrochimie, des métaux, des mines, du bâtiment, de l'agriculture et du tourisme. Donc aujourd'hui, cette fondation a plus de 400 sociétés et compte plus de 200 000 employés. Enfin, il y a la base de construction, de reconstruction de Khatam al-Anbiya, que j'appellerai Khatam. Pourquoi la base? Parce que c'est en fait un conglomérat aussi. C'est une entreprise énorme de plusieurs centaines de millions de dollars qui est contrôlée directement par les gardiens de la Révolution. Et donc par le guide suprême, puisque le chef des gardiens est nommé par le guide suprême. C'est le plus grand constructeur et l'entreprise des travaux publics et d'autres projets gouvernementaux en Iran. Il était actif dans les domaines aussi variés que des sociétés d'investissement, de sociétés du pétrole, de l'exploitation pétrolière. Il compte 5 000 sous-traitants, environ 135 000 employés. Ces 4 entités et bien d'autres ont largement les moyens, si la volonté il y a, de fournir ce qui est nécessaire pour acheter des équipements médicaux. Et je vous rappelle ici, c'est très récent, vous avez entendu parler de ce qui s'est passé aux Médecins sans frontières qui ont envoyé une mission avec un avion cargo. Et un hôpital gonflable, une cinquantaine de lits avec des équipements en Iran. Ils sont arrivés avec toutes les coordinations et finalement, ils ont dû rebrousser chemin par un ordre simple que vous n'avez pas le droit d'être. Vous pouvez éventuellement, ils ont dit, vous pouvez vous occuper des ressortissants étrangers sur notre sol, mais. D'abord, vous remercier pour l'organisation de cet échange qui nous apprend beaucoup de choses. C'est vrai que nous, les députés français, on a besoin de connaître par votre voix
ce qui se passe en Iran. Moi, l'observation que je voudrais faire, après avoir écouté les différents intervenants, c'est de dire quel gâchis que ce régime des mollahs pour le peuple iranien. Quel gâchis, et en remontant pas très loin, avec des milliers de morts en novembre, avec le crash de l'avion ukrainien, avec aujourd'hui, il faut le dire, des dizaines de milliers de morts, puisqu'on parle de 39 000 morts qui sont dus à l'épidémie du corona. Et cette épidémie du corona, certes, c'est une pandémie, c'est une catastrophe planétaire, mais chaque État essaie de répondre en fonction de ses moyens, essaie de répondre en fonction d'analyses qu'il fait de cette pandémie, mais je l'espère, essaie de répondre au mieux. Or, aujourd'hui, que se passe-t-il? Que se passe-t-il en Iran? C'est-à-dire une intervention de l'État qui, en quelque sorte, après avoir caché de façon scandaleuse, après avoir occulté la présence de cas, reconnaît qu'il y a des cas, mais pour autant ne prend pas les mesures de confinement et fait en sorte que le soi-disant redressement économique l'emporte sur la santé. Et que les conséquences de la politique extérieure de ce régime, qui a, il faut le dire, sacrifié l'économie du pays, on veut les faire supporter aujourd'hui par les Iraniens, les envoyer à la mort en disant qu'il n'y a pas de risque, soi-disant, pour relancer l'économie du pays. Ça, c'est un scandale. Ça, c'est un scandale. Et dire aussi, ce que l'on peut dire, c'est bien évidemment avec notre regard de l'extérieur, déplorer, condamner, mais surtout, et c'est le sens de mon propos, exprimer notre solidarité avec le peuple iranien, avec la résistance iranienne, et dire que nous serons toujours à leur côté pour la démocratie et surtout pour l'intérêt du peuple, parce que c'est ça qui nous anime, c'est l'intérêt des peuples du monde et c'est l'intérêt du peuple iranien en particulier. Merci beaucoup, merci pour l'organisation de cette visio qui est très utile. Une chose est choquante, notamment dans la dernière vidéo que vous avez projetée, ce sont ces corps à terre. J'aimerais que vous puissiez y revenir tout à l'heure. On sait qu'il y a une hécatombe, une hécatombe qui atteint de nombreux pays. Je ne vois pas ailleurs, dans nul autre pays, des situations telles qu'on laisse mourir les gens dans la rue. Donc, j'aimerais bien avoir votre retour sur ce point précis. Autre chose, bien sûr, je m'associe complètement à toutes les paroles d'André Chassaigne dans son analyse qu'il fait de cette situation ô combien choquante de richesses qui sont un peu partout dans le pays et qui sont surtout pas mises à disposition de la population. Mais ce sur quoi moi je veux insister, c'est le manque de transparence des autorités et des dirigeants. C'est bien là que se fait toute la différence entre un pays démocratique et un pays non démocratique. En France, la situation en termes d'impact sanitaire, de réanimation, de décès, elle est pas tout à fait au niveau de celle rencontrée en Iran, mais elle est néanmoins très préoccupante. Mais qu'est-ce qu'on constate dans notre pays, c'est qu'on a une information ouverte, on a des chiffres quotidiens et un vrai dialogue qui s'instaure au quotidien avec la population, avec les différentes autorités, avec les différents responsables. On fait tous un peu société autour de ce virus et c'est quelque chose de fondamental qui permettra à notre pays, je l'espère, de se reconstruire derrière sur la base d'informations honnêtes et partagées. Et c'est pas ce qu'on trouve en Iran où il y a un déni complet de la situation.
Et donc, je vois mal comment on peut effectivement ensuite se projeter dans un pays qui aurait envie de se relever et qui fasse société, qui fasse nation après ce manque de transparence et ce mensonge affiché. Voilà. Donc pour le reste, je m'associe vraiment aussi aux mots de solidarité d'André Chassaigne. On est bien évidemment nous tous membres du CPID au plus près de nos amis iraniens dans ce qu'ils vivent actuellement dans le pays, et on souhaite vraiment que le pays puisse, dans les meilleurs délais, se reconstruire sur des bases démocrates prioritairement, et avec un intérêt, un développement qui se fasse sur d'autres valeurs que celles qui nous ont été brillamment exposées tout à l'heure. Oui, bonjour. Tout d'abord, merci aussi pour l'organisation de cette visioconférence concernant l'Iran, qui est tout à fait éclairante par rapport à cette situation dramatique que le peuple iranien connaît en ce moment. Il est vrai qu'on peut réellement parler de dissimulation criminelle qui a été faite, et ça a été déjà le cas aux élections du 21 février dernier, où on a fait prendre un risque incroyable à la population, alors que le régime savait déjà qu'il y avait ce virus qui était là et qu'il allait décimer sans doute les populations. Aujourd'hui, évidemment, je suis très triste de savoir qu'une personne meurt toutes les 10 minutes du coronavirus. C'est évidemment quelque chose de vraiment dramatique, et je crois qu'il faudra effectivement un jour avoir les comptes de ce régime devant le peuple, et on peut vraiment parler à ce niveau-là d'une négligence vraiment coupable. Et je crois qu'avec le CPID, nous serons aux côtés du peuple iranien pour aller dans le sens d'une réelle démocratie. À vos côtés pendant quelques minutes, d'abord pour vraiment vous exprimer mon soutien le plus total, vous dire vraiment combien j'apprécie cet engagement qui est le vôtre, et vraiment en espérant que ce type de témoignage, par nos intermédiaires notamment, puisse être diffusé, vraiment diffusé partout. Je pense réellement qu'arrivera le moment où ce pouvoir en Iran sera renversé et rendra ses comptes, rendra des comptes. Il y a jamais d'exemple dans l'histoire où des régimes aussi tyranniques, notamment notamment dans des États composés par de personnes aussi cultivées, parce que les Iraniens, l'Iran, c'est un grand peuple de culture. Il y a pas d'exemple où tout ça dure. C'est pas possible, c'est pas possible. Alors évidemment, c'est fait souvent de larmes, de sang, d'épreuves. Vous nous démontrez en permanence, raison de plus pour nous de vous apporter ce témoignage vraiment d'estime et de sympathie. Nous sommes complètement à vos côtés, et n'hésitez pas à continuer à nous solliciter. Vraiment un grand bravo. Moi, j'ai participé à cette rencontre avec vraiment beaucoup d'émotion.